Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Au sommaire de ce journal, reçu ce mardi au Conseil économique et social, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a réaffirmé son engagement pour le renforcement de la coopération institutionnelle. Extrait de sa déclaration dans ce journal. À Parakou, la municipalité a un nouveau maire. Âgé de 34 ans, Soul Kiflay Zakari accède à la tête de la ville après un parcours forgé au sein de l'administration communale. Technicien des finances locales, il prend désormais les rênes de la cité de Koubourou. Et en sport, focus sur Cadet Koné, le milieu de terrain de Coton FC revient sur son parcours et ses ambitions dans une interview exclusive. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, HCPC, Jacques Migan, a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, dans la matinée de ce mardi 17 février 2026. Une audience qui s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, qui passe par son engagement dans le renforcement des échanges et concertations avec les différentes institutions de la République. Suivons un extrait de sa déclaration, des propos recueillis par Nosrine Fatoumbi et Annou Bouillon. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres du bureau, Mesdames, Messieurs les conseillers, je voudrais, au nom du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, PC, et en mon nom personnel, vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en accordant cette audience à notre délégation. Le Conseil économique et social, institution constitutionnelle de dialogue, de concertation et de conseil, occupe une place stratégique dans l'architecture de la gouvernance démocratique
de notre pays, par la diversité des forces sociales et professionnelles qu'il rassemble, il constitue un relais essentiel des aspirations citoyennes et un acteur majeur de la paix sociale et de la cohésion nationale. Pour le HCPC, la prévention repose fondamentalement sur l'adhésion des acteurs sociaux, la promotion de l'éthique publique et l'ancrage durable d'une culture d'intégrité. À cet égard, le Conseil économique et social apparaît comme un partenaire naturel et incontournable. L'objet de notre démarche est donc de jeter les bases d'une collaboration structurée fondée sur la complémentarité de nos missions respectives afin d'intégrer plus systématiquement la prévention de la corruption dans le dialogue social, l'analyse des politiques publiques et la sensibilisation des forces vives de la nation. Monsieur le Président du Conseil économique et social, nous sommes convaincus qu'une synergie entre nos deux institutions renforcera la crédibilité de l'action publique, consolidera la confiance des citoyens et contribuera efficacement à la promotion d'une gouvernance transparente, responsable. Suivons à présent Étienne Badou, chef du service des études de la formation et du suivi-évaluation au HCPC, qui nous fait le point des échanges issus de l'audience accordée par le président du Conseil économique et social au Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC dans le cadre du renforcement de coopération entre les deux institutions. Il est au micro de Nasrine Fatoumbi et Anno Boyan. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été reçu en audience par Monsieur le Président du Conseil économique et social. Les échanges se sont essentiellement focalisés sur les axes de collaboration interinstitutionnelle, puisque, comme vous le savez, la lutte contre la corruption est un domaine qui nécessite la collaboration de plusieurs structures et à cet égard, nous avons au niveau du Haut Commissariat entrepris depuis l'opérationnalisation en 2024 de procéder à des recherches, à des échanges avec plusieurs parties prenantes nationales, que ce soit des ministres, que ce soit les présidents d'institutions. Et c'est pourquoi nous avons décidé de venir rencontrer le président du Conseil économique et social ce matin. Et les échanges se sont focalisés sur 3 axes majeurs que nous avons identifiés comme étant des axes de collaboration. Il s'agit de l'appui mutuel à la fonction consultative de l'État. Il s'agit de la promotion de la bonne gouvernance et du plaidoyer institutionnel. Donc les échanges se sont focalisés sur ces 3 axes. Et c'est cela qui permettra aux 2 institutions d'être davantage beaucoup plus inclusifs, d'être davantage beaucoup plus efficients, efficaces dans l'accomplissement des missions qui leur ont été dévolues par les lois, les différentes lois qui les ont créées. Donc voilà l'essentiel, la substance de notre démarche en venant ici rencontrer le président du Conseil économique et social ce matin. Dans un autre registre, après les élections municipales et communales du 11 janvier 2026 et la proclamation des résultats, la plupart des maires de la 5e mandature ont été installés du vendredi 13 janvier 2026 à ce jour. Alvika Avomakwe, agent à la mairie de Cotonou et également conseiller local à Boïcon, a exposé les défis qui s'imposent aux administrations communales de Cotonou et Boïcon. Il est au micro de Achille Hunou. Les citoyens de nos différentes communes attendent de ces maires une gestion axée sur l'amélioration du cadre de vie, une gestion transparente, une gestion participative. Les populations veulent se sentir impliquées dans le processus de développement de leur commune, de leurs arrondissements et de leurs quartiers.
Globalement, c'est ce qu'on peut retenir comme attente. Je ne vais pas oublier la sécurité. La sécurité est primordiale, je ne vais pas oublier la sécurité. Il y a également le social. Globalement, c'est ce qu'on peut retenir comme attente des citoyens. Je vais profiter de cette occasion pour féliciter le nouveau maire de la ville de Boycon, son Excellence Ferdinand Yao Boukossa. Je profite également pour lui dire en même temps que les tâches qui l'attendent ne sont pas à négliger, surtout que la ville de Boycon est une ville carrefour qui a besoin d'un stade moderne, qui a besoin d'un marché moderne. L'asphaltage, la première phase de l'asphaltage a pris en compte le deuxième arrondissement de la ville de Boycon. Nous souhaiterons que ça soit étendu au premier arrondissement. Cotonou, le PAPC, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Grâce à ce projet, on a constaté que les quartiers comme Setovie, Agla et beaucoup de quartiers de la zone d'Agla ont été assainis. En dehors du PAPC, il y a également le cadastre. Qui tient également à cœur aux Cotonois. Le président de la République a déjà pris le décret qui a mis en place le cadastre depuis plusieurs années. Cotonou étant la vitrine de notre pays, mon souhait le plus ardent est qu'avec le nouveau maire, il faut qu'on essaie d'accélérer un peu les choses, d'accélérer ce processus pour que le cadastre pour que ce projet soit complètement bouclé à Cotonou. Parce que dans d'autres villes, pour acheter une parcelle, pour faire les transactions foncières, les choses ne se passent pas comme chez nous au Bénin. Et Cotonou a déjà connu la première phase, également la deuxième phase du cadastre. Et si, en dehors du PAPC, si le nouveau exécutif de la ville de Cotonou peut donner un coup de main à ce projet pour le bonheur des Cotonois et Cotonoises, parce qu'aujourd'hui, la modernisation de l'administration foncière est une priorité pour le président de la République. Et les gouvernants ou l'exécutif de la commune de Cotonou ne peut pas rester en marge de ce projet. Il a un devoir point mais d'accompagner les projets gouvernementaux qui visent à moderniser l'administration foncière, l'administration municipale, dans l'optique de faciliter la tâche aux citoyens. À Parakou, un nouveau visage prend les règnes de la municipalité. À seulement 34 ans, Soul Kiflay Zakari accède à la tête de la mairie après un parcours entièrement construit dans l'administration communale. Portrait d'un technicien des finances locales devenu maire de la cité des Koubourou avec Marcel Poti. Certificat d'études primaires à l'EPP Madina en 2004. Il décroche le brevet d'études du premier cycle en 2008, puis le baccalauréat série D en 2011 au lycée Mathieu Bouquet. Il poursuit ensuite ses études à l'université de Parakou où il obtient un DUG 2 en économie en 2013, puis une licence professionnelle en économie et finances internationales en 2015. Il y complète son cursus par un Master 2 en marché public et partenariat public-privé en 2020 avec un mémoire consacré au contentieux dans la passation des marchés publics au Bénin. Avant son accession à la tête de la commune, Zulkiflay Zakari a fait l'essentiel de sa carrière à la mairie de Parakou. D'abord responsable des affaires économiques et financières du deuxième arrondissement, il devient ensuite chef au service de recouvrement. À ce poste, il supervise les recettes communales, la gestion sur le terrain. Il se forge une réputation de gestionnaire proche des réalités économiques locales, en contact direct avec les commerçants, les transporteurs et les usagers des marchés. Engagé politiquement, il est membre du bloc républicain où il a occupé plusieurs responsabilités à la base avant de franchir un cap décisif. Polyglotte, parlant plusieurs langues nationales dont le Dindi, le Yoruba, le Bariba et le Fon, il incarne une proximité culturelle avec les populations de Parakou.
Aujourd'hui, le défi est de taille. Transformer son expertise financière en vision politique et répondre aux attentes d'une ville en pleine mutation. Zulkif Zakari, un maire jeune, technicien, est désormais face à l'épreuve du leadership communal. Chaque année, les chrétiens commémorent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais bien avant cette célébration, chez les chrétiens catholiques, l'on observe 40 jours de jeûne. Une période dont le début est marqué par le mercredi des cendres, où tout fidèle de cette confession religieuse est appelé à recevoir l'imposition des cendres. Mais quelle est la portée et le sens de ce acte? Certains chrétiens catholiques rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leur compréhension. Ils sont au micro de Achille Renou. Le mercredi des cendres, c'est le début des carêmes pour les chrétiens catholiques. C'est 40 jours de jeûne avant les Pâques. C'est un moment de prière, de pénitence pour nous les humains. Le mercredi des cendres représente pour moi notre identité, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. D'où nous venons et d'où nous retournerons. Genre, nous sommes nés, il est dit dans la Bible que le Seigneur nous a créés à partir de la boue, voilà, à partir de la cendre. Et quand nous allons mourir également, nous irons à la terre. Donc c'est juste un rappel de l'être humain que nous sommes. Nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Le mercredi des cendres, pour moi, ça représente une marque distinctive pour nous, les chrétiens catholiques. Ça nous rappelle, pour nous, les chrétiens catholiques, de mettre les pas dans les pas de Jésus. Le signe, ça représente que nous sommes poussière et nous allons nous retourner encore dans la poussière. Pour moi, le mercredi des cendres dans l'église catholique, c'est pour marquer le commencement du temps de carême. Ça signifie en quelque sorte, disons que toi tu es poussière et tu retourneras à la poussière, pécheur que nous sommes. En ce temps, nous prenons ce temps pour revenir au Seigneur tout en nous convertissant. Le mercredi des cendres, ce jour-là, on va prendre des cendres, d'accord, à l'église. Après ça, déjà pour moi, c'est une manière de se recueillir et de préparer, voilà, le temps de carême. C'est le jour où nous, catholiques, entrons dans le temps de carême. Vous savez, le temps de carême est un temps où nous préparons nos cœurs pour pouvoir nous recueillir auprès de Dieu. L'imposition des cendres, c'est un acte qui est posé chaque an. Mais c'est un truc qui se passe depuis des années au sein de notre communauté, l'Église catholique. Vous savez, l'imposition de cendres nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons un jour poussière. Donc, en tant que créature, il faut mieux vivre dans l'humilité, à partager, à beaucoup prier pour pouvoir un peu plus se rapprocher auprès de Dieu. Ça me rappelle que je suis un humain et que toute fille sur terre a une fin. Donc, parfois, quand tu es en train de faire certaines choses, ça te rappelle que tu es humain et donc toute chose a une fin. Donc, il faut savoir faire et savoir poser tous tes actes. Ça me permet de me relancer, de connaître mon identité en tant que chrétienne, de savoir que je suis un être humain, qu'un jour, je vais mourir. Et ça me prépare également à bien vivre le temps de carême, à mieux me préparer. Le culte des morts semblable au culte voué à la Dame Nature. Pour le spiritualiste et socio-anthropologue Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, il est primordial de vénérer nos morts car ils font partie intégrante de notre vie. Suivons-le plutôt au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vénérer les morts, c'est une manière de vénérer la Dame Nature. Parce qu'il y a des gens qui sont passés avant vous et sur les traces revient à vouer un culte aux morts. Et sur les traces, c'est agir
par comment ils ont pensé, agir par comment ils ont compris la nature, comment ils respectaient la nature, comment ils respectaient les lois et les principes de la nature pour pouvoir trouver la paix. Au fait, la paix que nous cherchons, d'autres avaient déjà trouvé, nos ancêtres avaient déjà trouvé. Et pour profiter, pour avoir cette paix, il faut cheminer avec les ancêtres. C'est comme un arbre qui est censé vivre en paix, sans ses racines, ce n'est pas possible. Et les racines, et le tronc, et les branches sont ensemble. Et les ancêtres comprenaient que ceux qui nous avaient laissés ne sont pas partis ailleurs. Ils sont connectés à nous. Et nous avons besoin d'agir, de faire les choses comme ils avaient fait pour trouver la paix. Voilà le but. Oui, dans notre tradition, il y a beaucoup de cérémonies ou de rituels qui sont dédiés aux morts. Quand nous prenons les Akasubi par exemple, ils vont vouer un culte à Zomandonu. Et vouer un culte à Zomandonu, c'est célébrer les morts et surtout célébrer les morts positifs, c'est-à-dire ceux qui sont des saints pour nous. Et donc nos rois, nos dards, nos bonogans, des gens spéciaux pour nous qui ont fait des choses dans les normes et qui ne sont pas morts de façon dangereuse. Et je cite les formes de mort qu'on ne célèbre pas. Et la mort par pendaison, on ne va pas célébrer. La mort par variole, varicelle, on ne va pas célébrer. La mort par accident, on ne va pas célébrer. La mort par noyade, on ne va pas célébrer. Donc, il y a certaines morts, quand ça vous arrive, on suppose que vous n'avez pas été saint dans votre vie. On ne vous célèbre pas. Mais les autres formes de mort sont à célébrer. Et raison pour laquelle, dans la Jatado, surtout avec les Akasubi, c'est Zomandonu. Mais il y a aussi les Gougou. Les Gougou, c'est aussi une forme de célébration, de culte voué aux morts. Et dans cette célébration, il y a toute une organisation. C'est toute la vie qu'on retrouve lorsqu'il s'agit de Zomandonu ou même des Gougou. C'est toute une organisation. La plupart du temps, les gens ne savent pas trop, mais c'est toute une organisation, toute la vie ancrée dans la célébration, c'est-à-dire dans le culte voué aux morts, c'est toute la vie. C'est-à-dire il y a les djabis, il y a les policiers, il y a les douaniers. Tout quand vous voyez un rituel de mort, c'est tout cela que vous allez voir. Il y a des marchands, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Quoi qu'en soit, les classes de vaudou qui sortent, si vous avez les yeux pour lire, vous allez lire tellement de segments, tellement de branches, tellement de lignes, tellement de cercles, tellement de triangles. Il y a toute une vie cachée dans ça. Et parfois, la célébration dépasse les énergies qui sont censées les accueillir. Et ça peut mal tourner parfois, comme vous avez l'habitude de voir. Restons toujours avec le socio-anthropologue Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, qui nous édifie sur les causes des dérapages qu'on observe aujourd'hui dans le milieu de cet écho. Il est toujours au micro de Jacques Marion Talmeda. Il faut dire que les dérapages ne sont pas venus de façon subite. Ça, c'est comme si c'était semé. Et ça évoluait considérablement jusqu'à ce que vous êtes en train de voir. Alors, ceux qui sont censés avoir l'œil sur les dérapages là, n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'ils devaient jouer leur rôle. C'est toute une énergie qui était mise en place. Et ces énergies, à un moment donné, ont commencé par déborder. Et donc, ça a commencé avant de déborder. Alors, ceux qui sont censés, moi, très petit, on ne peut pas voir ce qu'on voit, ce qu'on est en train de voir là. Il n'y a pas possibilité de voir ça. Tellement il y a de sacré dans le rituel écoumé qu'on ne peut pas voir ça. Mais aujourd'hui, le sacré est en train de s'évaporer. Le sacré s'envole. Et s'envole parce que tout le monde, désormais, veut être balai. Tout le monde veut être à l'appui. Tout le monde veut ceci et cela. Et ce n'est pas ça. Et si tout le monde devait être ça, il faudrait que ceux qui sont en haut, qui sont censés s'asseoir pour mettre de l'ordre dans le jeu, que ceux-là jouent leur rôle. Maintenant, les parents, les vieux qui jouaient leur rôle, ils s'y mêlent plus tôt. Ils s'écartent, ils laissent ça aux jeunes. Et vous savez, l'énergie juvénile, c'est l'énergie qui tire par terre. Et ça rentre dans le jeu. Et ça bouffe le sacré caché dans le rituel. Depuis il y a peut-être une trentaine d'années, on n'a pas pu canaliser les énergies qu'il faut et ça déborde. Aujourd'hui, même la population, quand il y a un égout, on fait un rituel d'égout sans que les égouts de chicotte ne sortent, même la population même n'est pas contente. C'est comme si la jeunesse veut la chicotte là pour vivre l'émotion. Or,
On peut, l'époux, c'est quand même mon grand-père qui est venu. Je ne peux pas tuer des moutons, je ne peux pas tuer des poulets, et il va sortir et prendre chicotte pour me taper encore, c'est pas bien. À moins que j'ai désiré être chicoté. Comment on peut désirer chicoter? Vous pouvez faire des choses qui ne sont pas bien, personne ne vous a vu. Et lors d'une célébration de Eboubou, un époux peut sortir et en chassant des gens, c'est toi, il tape. Au fait, il te tape positivement en ce moment-là. Le fait de recevoir une chicotte en ce moment-là, ça enlève des énergies sur toi, ça te purifie, ça te désenvoûte. Parce que personne ne t'a vu, mais c'est quand même ton grand-père qui est revenu. Lui, il peut savoir. Ou par mégarde seulement tu reçois le coup. Ça peut être très positif pour toi. Mais aujourd'hui, et bon, avec un chicotte un peu partout comme ça risque de semer d'autres formes de violence. Et je crois que si les autorités ne décident pas la canalisation des énergies là, ça peut rentrer, ça peut mal tourner et ce ne serait pas bien. Par ailleurs, un ancien commandant des forces spéciales françaises a comparu le 16 janvier 2026 devant la Criette dans une affaire de faux permis de conduire. Poursuivi comme principal accusé aux côtés de 2 étrangers, il nie les faits malgré la saisie de matériel informatique lié à la fabrication de documents. L'audience a été renvoyée au 16 mars 2026 pour examen du dossier. L'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, Stéphane Mound, a félicité le Bénin à la suite de son élection au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette réaction intervient après la désignation du pays au sein de l'organe de paix de l'UA. Selon le diplomate, ce choix récompense l'engagement du Bénin en faveur de la stabilité, de la prévention des conflits et de la coopération régionale sur le continent. À Bopa, le premier adjoint au maire, Célestin Gando, désigné et installé le 14 février 2026, a été remplacé le 16 février 2026 par Désiré Besso. La décision a été actée à la mairie par le préfet Bienvenu Millerin à la suite d'un courrier du parti Union progressiste Le Renouveau signalant une erreur matérielle dans la première désignation. Ce réajustement vise à corriger une confusion interne au parti concernant le choix du premier adjoint conformément à un arrêté préfectoral officialisant la nouvelle nomination. Hors de nos frontières, au Sénégal, un mouvement de grève a été lancé mardi 17 février 2026 dans plusieurs universités, notamment à l'UCAD de Dakar. Les étudiants mobilisés à l'appel des amicales ont suspendu les cours pour protester contre la détention de certains des leurs, demander des éclaircissements sur le décès d'un étudiant survenu le 16 février et exiger le paiement des bourses en retard. Cette mobilisation vise à obtenir des réponses des autorités universitaires et gouvernementales sur ces différentes revendications. Le Fonds monétaire international a alerté sur la hausse des dépenses de personnel en République démocratique du Congo, estimant qu'elle dépasse les prévisions pour 2025 et 2026. L'institution met en garde contre un risque pour l'équilibre budgétaire du pays. Le FMI appelle les autorités de Kinshasa à engager des réformes afin de préserver la soutenabilité des finances publiques et d'éviter que l'augmentation des salaires n'affecte les investissements et les services essentiels. Quand il est en forme et sans pépin physique, Coton FC trouve l'équilibre entre les lignes. Kader Koné, le milieu de terrain ivoirien, est l'un des joueurs clés des triples champions du Bénin. Du centre de formation Tito à Coton Football Club, en passant par plusieurs clubs européens, il retrace son parcours et ses ambitions dans cette interview. J'ai démarré tout petit en Côte d'Ivoire avec le centre de Tito FC. Voilà. Après ça, je suis allé au Stella Club d'Adjamé, qui est en Ligue 1 ivoirienne. Voilà, c'est de là-bas que j'ai fait un peu des clubs européens aussi. Hein. Genre, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Suède, j'ai fait la France. Après ça, c'est quand je suis revenu que je suis allé au Stella. Le Stella, maintenant, je viens découvrir le Bénin avec les Buffs du Borgou, qui a été vice-champion et on a participé à la Coupe des Confédérations. Et c'est de là, on a été éliminé au premier tour. Et après ça, on commence le championnat et j'ai fait preuve de mon talent et c'est là que Coton me déniche et je viens à Coton.
de bons souvenirs en tout cas, de bons souvenirs. Parce que partout où je suis passé, j'ai toujours sorti mon épingle du jeu. Ils m'ont toujours félicité, j'ai toujours été à la tête et montré mon talent, tout ça et autres. Et je me tire le chapeau. Voilà. Non, pas de regret, pas de regret, pas de regret. Le football, c'est le mental. Si tu n'as pas le mental, il ne faut pas jouer au football. Donc, je n'ai pas de regret, je suis fier. Voilà, chacun a son parcours et c'est Dieu qui décide. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bon, après avoir gagné 3 titres dans un pays, bon, je pense qu'il n'y a plutôt rien à prouver, mais c'est le football. S'il y a d'autres opportunités, je vais aller peut-être essayer de découvrir encore en tant que joueur. Voilà, c'est très important aussi, souvent d'aller voir aussi ailleurs, essayer de pouvoir avancer, tout, grimper échelle par échelle, c'est un peu ça, pour avoir toujours des ambitions. Ouais, je pense toujours à la reconversion, parce que c'est l'après-football qui est difficile. C'est toujours comme ça, parce qu'on a vu même les gens qui sont au haut niveau, après le football, s'ils n'arrivent pas à se cadrer, ça devient difficile. Parce que quand tu es en activité, tu ne sens pas. Mais une fois que tu arrêtes, que tu n'as rien sous la main en tant que peut-être entrepreneur où tu n'as pas cherché à créer quelque chose, ça devient difficile. Donc pendant que tu joues, il faut chercher à peut-être t'organiser, faire des trucs pour pouvoir avoir des trucs rentables. Là, à la retraite, ou quand tu arrêtes, parce que le football, là, la carrière coûte. Hein. Une fois on dit 30 ans, 35 ans, c'est fini. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, après le football, j'ai pensé entamer une carrière d'agent de joueur. Ça me plaît bien. La deuxième édition de la foire islamique du Ramadan s'est officiellement ouverte ce lundi 16 février 2026 sur le terrain de sport de Mintombo. De multiples innovations sont prévues pour cette édition. Le reportage signé Anel Fianeto. Lancement officiel de la foire islamique du Ramadan 2026, FIRAM 2026. Initiative de l'Union islamique du Bénin, cet événement s'illustre aujourd'hui comme un rendez-vous majeur, religieux et commercial qui œuvre pour la promotion de l'islam avec de multiples innovations pour cette édition. L'édition 2 de la foire islamique est une édition qui permet à la communauté musulmane de faire encore davantage la promotion de l'islam. Cette édition est toute une innovation parce qu'elle enregistre pour nous des nouveautés, à savoir le concours Génie en Herbe. Nous avons également le concours du meilleur muezzin. Et nous avons des communications. Cette deuxième édition de la FIRAM offre également un espace inouï de rencontres et de brassage entre les populations. Cette foire n'est pas seulement un lieu de commerce, mais un espace de rencontre, d'échange et de partage de nos valeurs communes. Elle vise à promouvoir l'entrepreneuriat éthique, la diversité culturelle musulmane et le renforcement des liens fraternels. À travers la conférence inaugurale sur le thème « L'impact de la foire islamique du Ramadan sur la vitalité économique et sociale des communautés locales », différentes opportunités ont été exposées. Cette foire vise à stimuler le commerce local au niveau de notre pays. Il faudrait institutionnaliser le FIRAM, qui doit être désormais un rendez-vous annuel. Et ensuite, il faudra renforcer les partenariats institutionnels et privés. Les différents partenaires ne sont pas restés en marge. Ils ont soutenu l'initiative à travers des dons et des opportunités à mettre à la disposition des fidèles pour ce mois de Ramadan. Nous avons mis à la disposition du FIRAM 100 kits Ramadan pour aider nos populations vulnérables à bien faire le jeûne du Ramadan. Coris Bank a innové
en développant, en mettant sur le marché des produits et services financiers halal. Et donc aujourd'hui, à Cotonou, notre agence qui s'occupe de commercialiser, de vendre des produits et services financiers islamiques est à Kadéon, que nous appelons agence Baraka. Cette année, l'ONG a prévu pour accompagner les familles vulnérables dans le mois de Ramadan 7825 kits. Et chaque kit pèse 43 kilos. Un peu partout dans le Bénin. Moment d'union, de prière et d'opportunité, cette foi islamique du Ramadan s'ouvre avec de multiples innovations jusqu'au samedi 21 février 2026. Des stands de commercialisation sont disponibles avec des produits islamiques, des livres, des accessoires, de l'alimentation et bien d'autres. Et une dernière actualité pour boucler ce journal. Ce 14 février, la ville de Parakou a vibré au rythme du marathon salésien. 1200 coureurs venus de plusieurs pays se sont donné rendez-vous à Badé-Parou pour relever le défi des 42,195 km. Placé sous le thème « Quand nous sommes tentés par quelques vices, embrassons la vertu contraire », cette 18e édition a dépassé le simple cadre sportif, mobilisant jeunes, autorités, population dans une ambiance de ferveur et de discipline. Organisation saluée, aucun incident majeur à signaler, un succès total qui ouvre déjà la voie à l'édition 2027. Suivez le reportage avec nos reporters. Attendus ce 14 février, ils étaient 1200 coureurs à prendre part à la 18e édition du marathon salésien de Parakou. Venus de plusieurs pays et de différentes régions, ils se sont donné rendez-vous à Badé-Parou pour relever le défi des 42,195 km. À 6 heures précises, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme donne le top départ. Je vais simplement vous demander de respecter les consignes de vos coachs respectifs et de courir normalement. Et à la fin, nous allons juger. Avec Marc. Chez les hommes, comme lors de la précédente édition, le Ghanéen Richard Ketou conserve son titre. Une performance qui confirme sa domination sur cette compétition, devenue incontournable dans le nord du Bénin. Ce qui me motive, c'est la façon dont ils organisent l'événement. Tout est bien planifié et structuré. C'est pourquoi je m'assure toujours d'être présent et de participer. Je me sens bien, je me sens normal. Je n'ai pas couru comme l'année dernière, mais j'ai quand même terminé parmi les gagnants. Placé sous le thème « Quand nous sommes tentés par quelques vices, embrassons la vertu contraire », l'édition 2026 a dépassé le simple cadre sportif. Elle a rassemblé une forte participation de jeunes, mais aussi de recadres. L'Université de Parakou, à travers son club sport, participe pour la deuxième fois à cette activité. Une activité dont le bien-être pour la santé n'est plus à démontrer. Il n'y a pas de commentaires sur les avantages du sport pour notre santé, les avantages du sport pour notre équilibre et globalement les avantages du sport pour notre bien-être. Vous voyez, le marathon salésien offre une occasion de rencontre, mais c'est aussi une occasion où on apprend à maintenir la santé par le sport. Au fil du parcours, encouragement et ferveur populaire ont porté les athlètes jusqu'à la ligne d'arrivée. Et surtout, aucun incident majeur à signaler. Une organisation saluée par tous, fruit d'une collaboration efficace entre partenaires et organisateurs. Nous nous rendons compte au jour le jour que la population commence à prendre goût au sport. Il ne s'agit plus de prendre le sport comme une obligation
mais c'est désormais une passion, une joie. Et nous pouvons dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Ce que nous attendons, c'est d'avancer un peu vers l'excellence. C'est une fierté pour la BOA Bénin de soutenir la 18e édition du marathon salésien. Il faut dire que le marathon incarne l'endurance, la persévérance. Et la BOA réaffirme son engagement à soutenir le développement de la communauté. À l'arrivée, place à l'émotion et à la reconnaissance. Les 10 premiers de chaque catégorie sont récompensés. Médailles, trophées et primes viennent consacrer l'effort, la discipline et la persévérance. Cette 18e édition s'achève donc sur une note de satisfaction générale. Un succès total qui permet déjà aux organisateurs de se projeter vers l'avenir. Rendez-vous est pris pour le 13 février 2027 avec un nouveau thème. Soyez patient avec tout le monde et surtout avec vous-même, une continuité spirituelle et humaine dans l'esprit salésien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Très belle suite de programme à vous.